Merci à tous. Ça arrive. Ça va arriver. Ok, merci pour l'invitation, Monsieur Payen et les collaborateurs. Donc oui, quelques mots de généralité déjà. Donc simplement pour poser un peu les choses sur donc les traumatismes vasculaires, des choses que vous connaissez, mais pour bien remettre les choses en tête. Soit on a un traumatisme direct artériel ou par décélération qui va créer une brèche, soit une rupture donc des trois tuniques, et ce qui va conduire donc à un trou complet dans l'artère et donc un faux anévrisme et du sang qui va être contenu par les espaces environnants. Et donc dans le cerveau, ça va être les espaces sous-arachnoïdiens qui sont des espaces qui sont cloisonnés et qui vont contenir ce sang. Soit on a une brèche intimale avec une agrégation plaquettaire qui peut directement conduire à des mécanismes emboliques, thrombotiques emboliques, ou un pseudo-anévrisme. Et dans ce cas-là, on a l'adventice qui reste continu et on a un pseudo-anévrisme, contrairement au faux anévrisme. Et si on a une plaie directe à proximité d'une veine, eh bien, ça peut conduire aux fistules artério-veineuses qu'on va revoir. Alors simplement pour reschématiser et simplement pour bien préciser, donc ce dont on va parler, c'est d'anévrismes traumatiques qui n'ont absolument rien à voir avec les anévrismes classiques qu'on connaît, à la fois en termes de topographie. Les anévrismes constitutionnels se répartissent dans plus de 90-95% des cas toujours aux mêmes endroits, anévrisme communicant antérieur, chorétodé-ophtalmique, etc. Les anévrismes traumatiques, eux, vont avoir une topographie qui va être assez caractéristique, mais complètement différente. En termes d'histoire naturelle, ça va être complètement différent également parce que les anévrismes traumatiques vont être rapidement évolutifs sur quelques jours, sur quelques semaines, contrairement aux anévrismes classiques. Et surtout, l'anévrisme traumatique ou la lésion traumatique au sens large va avoir un potentiel de cicatrisation spontanée que n'a pas, ou quasiment jamais, l'anévrisme classique. Alors, simplement, un petit aparté comme un préambule sur les lésions faciales et surtout l'épistaxis qui peut concerner à la fois des lésions faciales, mais également des lésions intracrâniennes si on a une brèche notamment du corps du sphénoïde et un embrochement de l'artère carotide interne qu'on verra un petit peu après. Mais donc face à un épistaxis, simplement pour rappeler quand même, l'urgence, c'est pas la salle d'angiographie, c'est pas le transfert dans un centre qui dispose d'un plateau technique qui permet une embolisation. L'urgence, c'est d'arrêter le saignement. Et arrêter le saignement, on mèche, on pack, on se débrouille, on arrête le saignement, on stabilise hémodynamiquement et après on voit ce qu'on fait. On fait un scanner si on peut. C'est toujours intéressant. On voit les lésions, les fractures. On voit si on a plutôt affaire à un traumatisme facial pur, si on a un traumatisme facial et intracrânien. Est-ce qu'on a une lésion carotidienne? Et on va essayer de chercher un faux anévrisme ou quelque chose qui s'y apparente, même si généralement c'est assez décevant et on a vraiment du mal à mettre en évidence cette lésion. Mais si on peut le faire, c'est mieux. Ensuite, la salle d'angiographie va avoir effectivement toute sa place pour faire le bilan plus précis des lésions, confirmer éventuellement ce qu'on a vu en scanner ou alors étendre le bilan et éventuellement emboliser dans le même temps. Donc, on demande, nous en tout cas à Grenoble, quasiment systématiquement de le faire sous anesthésie générale parce que c'est une procédure qui peut être longue. Il va falloir aller à droite, à gauche, il va falloir faire plusieurs artères, plusieurs bilans. Quand on va faire l'hémostase, ça peut prendre un peu plus de temps. Et surtout avoir besoin d'un patient qui est complètement immobile parce que vous allez le voir, les lésions peuvent être très difficiles à visualiser d'une part, et donc si on n'a pas une immobilité parfaite, ça peut être quasiment impossible. Et puis d'autre part, on va avoir besoin aussi de bien visualiser les anastomoses dangereuses, notamment sur la circulation faciale et notamment toutes les connexions avec la vascularisation ophtalmique. Donc on va faire un bilan des artères des fosses nasales, sphénopalatines, artères faciales et également des artères carotides internes, bien entendu. On fera une embolisation sélective si on identifie la lésion, mais les faux négatifs sont très fréquents. C'est souvent très difficile à mettre en évidence. On peut même demander à dépaquer, à démêcher sur la table pour faire signer le patient temporairement et faire une série, essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour être le plus sélectif possible.
Si on n'arrive pas à identifier la lésion, on peut toujours faire une embolisation plus large, plus globale. Donc là, je parle de vascularisation faciale, en injectant des particules du curaspon qui vont aller un petit peu partout et baisser nettement ou tarir complètement le flux de certaines artères, artères sphénopalatines ou artères faciales. Et dans certains cas, si on a une lésion élective qui est bien visible, on peut utiliser d'autres choses comme la colle ou les coils. Ici, j'ai un exemple que j'hésitais à vous mettre parce que très clairement, il n'est pas joli. Mais en même temps, c'est un exemple récent et je me dis, c'est la vraie vie aussi. C'est un patient d'une vingtaine d'années d'il y a quelques semaines qui a eu un traumatisme facial grave et avec un épistaxis. Et on cherchait la lésion. Sur le scanner, on avait du mal à voir clairement les choses. Et sur l'angiographie, vous voyez ici que c'est également très difficile. Donc on voit quelques artères parce que c'est un temps très tardif. Il faut attendre que l'anévrisme se remplisse. Et on voit péniblement une petite lésion ici qui se confirme sur la série sélective. Et en fait, on avait un faux anévrisme ici sur une branche de l'artère faciale. Donc on a embolisé avec du curaspon. On a réussi à tarir le flux et faire l'hémostase. Mais vous comprenez que c'est extrêmement difficile. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment avoir une attention particulière et une anesthésie générale pour voir vraiment ces choses. Ensuite, pour les lésions intracrâniennes à proprement parler, on va commencer par les lésions artérielles. Alors, quasiment systématiquement, on parle de faux anévrismes. Tout ce qui est pseudo-anévrisme va concerner plutôt la circulation carotidienne extracrânienne, toutes ces dissections de l'artère carotide sous-pétreuse. En intracrânien, on a très généralement affaire à des faux anévrismes. Donc on va chercher l'hémorragie sous-arachnoïdienne, l'hématome au contact, qui peuvent être localisateurs. Et puis, on va chercher des zones un peu spécifiques qu'on retrouve généralement, soit en regard d'un trait de fracture, donc il faut vraiment avoir une attention toute particulière, ou de certaines zones de cisaillement qui sont assez connues, donc le sipho-carotidien, bien entendu, mais également les branches durales, notamment l'artère méningée moyenne. Et on peut aussi avoir des branches piales, artère cérébrale moyenne, antérieure ou éventuellement postérieure, mais de manière un peu plus rare. Donc ce sont des lésions qui sont rares. Alors probablement parce qu'elles sont mal visualisées au scanner ou tout simplement parce qu'elles ne sont pas recherchées et donc on n'a pas de protocole spécifique en scanner qui sont faits et donc on passe au travers et finalement le patient cicatrise spontanément et en fait on ne le voit pas passer mais il y en a eu une et on ne l'a pas vue. Mais généralement ce sont des lésions qui sont évolutives et ça c'est une notion qui est très importante si on veut faire le diagnostic positif et surtout si on veut adapter notre stratégie thérapeutique, il faut avoir bien en tête. Alors, les dissections de l'artère méningée. Ici, vous avez un patient qui s'est présenté avec un contexte de traumatisme mais pas bien clair. Est-ce qu'il a fait un malaise et il est tombé? Est-ce qu'il est tombé directement et il s'est fait on a constaté l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc c'est parfois l'éternel débat, le contexte incertain. Donc on a décidé d'aller jusqu'à l'angiographie pour faire un bilan complet et pas avoir de doute sur une éventuelle rupture anévrismale qui serait passée inaperçue au scanner. Donc il n'y a rien sur la circulation piale. Donc on élimine la rupture anévrismale. On considère que c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne post-traumatique. En revanche, on regarde les circulations externes et on constate un petit faux anévrisme sur une branche de l'artère méningée moyenne. Donc on est bien embêté parce qu'elle n'explique pas cette hémorragie sous-arachnoïdienne. Et qu'est-ce qu'on fait? On embolise, on se donne un petit peu de temps, on voit. Bon, on a décidé de se donner un petit peu de temps, étant donné que cette lésion était considérée comme fortuite, et on recontrôle la J8, et là, effectivement, on visualise que la lésion progresse, elle est toujours visible, elle s'élargit, et donc, eh bien, on décide de l'emboliser dans le même temps, et à l'aide de coil. Un autre exemple ici, c'est le même scanner chez le même patient, un traumatisme crânien grave avec une fracture complexe de l'écaille temporale, un hématome extradural au contact, et on lui fait un scanner multiphasique. Alors un scanner multiphasique, c'est pas un scanner de l'espace, c'est simplement un scanner où on fait plusieurs temps après l'injection. On fait un temps artériel, et puis après on peut faire un temps veineux éventuellement, et puis un temps tardif ici à 3 minutes. Et ça, c'est souvent extrêmement important et très contributif, parce que vous voyez ici qu'au temps artériel, eh bien, on voit un petit point au sein de l'hématome extradural. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut en tenir compte? Est-ce que c'est un faux anévrisme? On ne sait pas trop. On fait le temps tardif et là, on constate le remplissage complet du faux anévrisme. Et donc, on n'a pas de doute, il y a vraiment une lésion vasculaire. Il faut qu'on pousse un peu les investigations et il faut qu'on aille sécuriser si nécessaire.
On fait l'angiographie et sur l'angiographie, eh bien, vous voyez, à nouveau, c'est extrêmement difficile de faire ce diagnostic qu'on fait quand même, hein. On voit sur cette branche méningée, eh bien, un tout petit faux anévrisme, le même faux anévrisme qu'on voyait sur la phase artérielle, parce que, eh bien, on a fait la photo, on a injecté le produit de contraste, on en injecte encore moins en angiographie, parce que là, c'est quelques cc de produit de contraste, contrairement à 80 cc ou 50 sur un angioscanner. Et on fait la photo immédiatement après. Donc forcément, le remplissage du faux anévrisme, qui normalement est très lente, eh bien ici n'est pas suffisante et donc on voit à peine le faux anévrisme. Et donc de la même manière, eh bien, on a décidé de le sécuriser avec des coils et le contrôle à distance était tout à fait satisfaisant. Les incarcérations. Alors, ici, un cas assez exceptionnel, c'est récent aussi, un traumatisme crânien grave, fracture multiple, massif facial de la base du crâne, hémorragie sous-arachnoïdienne très grave, et on constate que l'artère basilaire, en fait, est venue s'incarcérer dans le clivus et dans l'os sphénoïde. Qu'est-ce qu'on fait? On embolise le tronc basilaire, ça risque d'être compliqué. Enfin, techniquement, c'est pas compliqué, mais ensuite, la suite risque d'être compliquée. Donc, on a décidé de se donner un tout petit peu de temps, et puis finalement, bah, le temps très rapidement a donné raison, eh bien, enfin, et donc finalement, le décès du rapide du patient. C'est un cas un peu exceptionnel, mais c'est pour vous donner donc attention. Donc, les fractures, il faut vraiment chercher quand même la lésion traumatique et également l'incarcération. Ça concerne plus, bien sûr, les lésions carotidiennes. Le corps du sphénoïde notamment, et ça peut donc évoluer vers des épistaxis cataclysmiques. Donc surtout, on va s'attacher bien avoir une attention toute particulière à l'évolutivité. On ne va pas forcément se précipiter dès qu'on va voir une incarcération. Le traitement peut être bien sûr le traitement de choix à l'occlusion du vaisseau porteur, donc généralement on parle plutôt de carotide ici, après un test d'occlusion, on va le revoir après. La cicatrisation spontanée peut survenir, on est dans un mécanisme de dissection, donc elle peut survenir. C'est pour ça que se donner un tout petit peu de temps, même si on marche sur des œufs, est souvent quand même sage. Mais c'est comme tout, il ne faut pas intervenir trop tôt, parfois il ne faut pas intervenir trop tard non plus. Alors pourquoi il ne faut pas intervenir trop tôt? Parce que bah, on aime quand même bien voir un petit peu ce qui va évoluer spontanément, et puis si on occlut une artère carotide quand même, on va avoir besoin de niveau tensionnel élevé pendant quelques jours pour que la vascularisation contralatérale ou les anastomoses cortico-corticales se mettent en jeu. Donc parfois, bah, en fonction de l'ensemble du tableau médical, une hypertension artérielle un peu excessive et pas forcément toujours favorable. Et puis aussi, on va préférer mettre un petit peu d'anticoagulant ou équivalent pour éviter une extension de la thrombose et ce genre de choses. Et c'est vrai que dans les premiers jours, c'est rarement la situation la plus confortable. Les blisters. Alors, blister-like, c'est des dissections hémorragiques et donc des faux anévrismes qui peuvent survenir spontanément, indépendamment d'un traumatisme crânien, mais qu'on peut aussi voir dans le traumatisme. C'est rare, hein, c'est très rare, mais ça peut arriver. C'est une déchirure des trois tuniques, c'est un trou dans l'artère basilaire, artère carotide assez fréquemment, et donc du sang qui est uniquement contenu donc, par ces espaces sous-arachnoïdiens, mais derrière, on n'a rien. On va chercher le trait de fracture, donc comme toujours, hein, pour être un peu localisateur. Le pronostic est assez sombre. Le risque de récidive hémorragique cataclysmique, bien entendu, existe. Et encore une fois, eh bien, c'est l'évolution en imagerie. On va répéter les scanners à plusieurs jours d'intervalle et voir un petit peu ce que ça donne, soit pour faire le diagnostic positif, soit pour se donner un peu de recul. Ici, on avait un exemple d'un patient qui avait présenté un traumatisme crânien et un petit peu à distance a présenté l'apparition sur les contrôles pour vasospasme, avait présenté l'apparition d'une image d'addition sur l'artère carotide interne. Et on avait recontrôlé à 48 heures, on avait constaté que ce faux anévrisme avait grossi, était passé de 4 à 6 mm. C'est à la fois pas beaucoup et à la fois énorme. Et donc, on a décidé de le prendre en charge pour le sécuriser. Donc, à chaque fois, c'est un challenge, hein, ces blisters, traumatisme ou pas traumatisme. Ici, vous voyez donc le remplissage très particulier, contrairement aux anévrismes classiques où généralement la boule est complètement remplie. Ici, vous avez un niveau liquidien, probablement parce que le remplissage se fait, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière assez difficile, parce que le collet n'est pas bien défini. Et puis d'autre part, il y a probablement une part de thrombose déjà qui est organisée au sein de ce faux anévrisme. Donc chez lui, on avait décidé de mettre quand même quelques coils pour remplir
le trou et ensuite de consolider en mettant un stent à diversion de flux. L'éternel problème, c'est la gestion des fluidifiants. On n'a pas envie de mettre la veille ou quelques jours avant des doses de charge de Plavix ou de Brilique et puis de laisser 12 heures le patient comme ça. Donc là, on avait un peu bricolé avec du Brilique pendant la procédure. On avait réussi à s'en sortir, c'est quand même pas l'idéal. Maintenant, on utilise assez facilement le Cangrelor. Donc la prise en charge, donc la cicatrisation spontanée existe et va se faire. Le problème, c'est quand. Et entre-temps, il ne faut pas que ça ressaigne. Donc, on va favoriser la thrombose spontanée. Pour ça, sur quoi on peut jouer? On peut jouer sur la tension, baisser artificiellement, si on le peut, la tension artérielle, arrêter tous les fluidifiants, même préventifs, tant qu'à faire, si on peut, et voir un petit peu et se donner un petit peu de temps. Et ça peut, si le pertus est vraiment petit, et dans certaines circonstances, ça peut guérir spontanément. Si on considère que ça a duré assez longtemps, qu'on l'a trop longtemps observé, ou alors qu'il est évolutif, eh bien, il va falloir être un peu plus agressif. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut à nouveau traitement de référence occlure le vaisseau porteur. Donc, on parle souvent d'artère carotide interne. L'artère basilaire, c'est pas la même chose. C'est le traitement de référence. Mais bon, une occlusion carotidienne, c'est jamais anodin quand même de sacrifier une artère carotide. Mais c'est un traitement qui est robuste, qui finalement expose si le test d'occlusion est satisfaisant, expose peu de complications. L'autre solution, c'est le coiling simple. Alors, le problème du coiling simple, c'est qu'on met des coils et ça risque de récidiver très vite. Et quelques jours après, on se retrouve avec les coils qui sont plus loin, avec une récidive quasiment identique de l'anévrisme. Alors, ce qu'on peut faire en revanche, c'est mettre des coils, on voit que ça récidive, on remet des coils, et puis petit à petit, le percu va se fermer et on accompagne cette cicatrisation spontanée du blister. On était confronté au cas d'une enfant d'à peine 10 ans il y a quelques mois là, sur une brèche de l'artère basilaire. On ne voulait pas mettre de stent chez cet enfant. On a rempli avec des coils et puis on a recontrôlé l'IRM régulièrement. Et puis au bout d'une semaine ou deux, on était revenu quasiment au même endroit. En revanche, on a l'impression que le pertus était déjà un petit peu refermé. On a remis des coils une deuxième fois. Et puis finalement, ça a fini par faire cicatriser. Puis on avait réglé le problème. Chez l'adulte, on va quand même être tenté de mettre un stent en plus si on peut. Alors un stent seul, même un stent à diversion de flux, le problème c'est le temps, le délai de cicatrisation qui est quand même retardé de plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plus, plusieurs mois, et donc on n'est pas bien confortable. Donc associer les deux, mettre quelques coils en faisant un peu l'équilibriste dans ce faux anévrisme et en mettant un stent par derrière, c'est un traitement qui est assez efficace. Donc pour ça, nous, maintenant, on adopte assez facilement le Cangrelor, c'est-à-dire qu'on ne charge pas les patients avant l'intervention. Si on veut coiler, on coile avec le minimum d'éparine possible ou sans éparine. Comme ça, si on a une rupture, eh bien, on n'est pas chargé. Et puis, une fois qu'on veut mettre le stent, on fait la bolus de Cangrelor, on déploie le stent. Si on est satisfait, on rajoute éventuellement le bolus d'aspirine derrière. Et on considère que l'hémostase est faite, voilà, en espérant qu'il n'y a pas de problème de DVE et autres. C'est pour ça aussi que souvent on diffère un petit peu de la prise en charge. Les lésions veineuses, donc c'est l'éternel, je passe un peu vite pour pas être en retard. Les lésions veineuses, donc c'est l'éternel problème, notamment. Donc, dès qu'on a une fracture donc, qui passe par un sinus veineux, il faut quand même chercher la thrombose traumatique. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se précipiter sur l'anticoagulant, au moins dans l'immédiat? Pas forcément, mais c'est quand même bien de le savoir. L'éternel problème, ça va être de savoir est-ce que c'est un hématome extradural qui recoule le sinus, ou alors est-ce que c'est une thrombose vraiment au sein du sinus, ou alors est-ce que c'est les deux. On se fait des nœuds au cerveau assez régulièrement, on n'a pas toujours la réponse, parfois c'est assez subtil, et encore une fois, parfois, souvent, c'est l'évolutivité, et le fait de recontrôler permet de voir un hématome extradural qui se résorbe, ou inversement une thrombose qui s'étend un petit peu, et dans ce cas-là, eh bien, on peut être un petit peu plus clair dans quelle orientation thérapeutique on peut s'orienter. Les fistules artério-veineuses pour terminer, donc les fistules méningées, les fistules carotido-caverneuses. Les fistules méningées, il n'y a pas de grosse différence avec le faux anévrisme. La seule différence, c'est que l'aspect va être un peu différent. On va avoir une veine qui va se rehausser en projection de l'artère qui va être lésée. Le diagnostic en scanner est très difficile. En angiographie, c'est un peu plus évident. Et le traitement est similaire, soit on occlue le vaisseau porteur avec des coils, comme ici, parce qu'on était près de la base du crâne, on peut injecter de la colle ou faire plusieurs choses.
Les fistules carotido-caverneuses, donc pour terminer, donc on parle ici de fistules carotido-caverneuses directes. Alors pourquoi on parle de direct? Parce que les indirectes existent. La fistule directe, c'est un shunt direct entre l'artère carotide interne et le sinus caverneux. Donc on a un trou entre les deux et ça communique à plein canal. La fistule indirecte, en fait, c'est une pathologie plutôt de la personne âgée, qui est une pathologie chronique qui s'est constituée sur plusieurs années et qui a recruté de multiples artères, souvent très fines, et qui sont venues se brancher directement sur le sinus caverneux. Donc l'histoire naturelle est complètement différente, le pronostic est différent, et la prise en charge thérapeutique, pour nous, est également différente. Dans la fistule directe, on va le voir après, il va falloir boucher le trou ou occlure l'artère carotide. Dans les fistules indirectes, c'est dans ces situations-là où on va passer plutôt par voie veineuse pour aller remplir le sinus caverneux et boucher le sinus caverneux. Les symptômes sont parfois retardés. Donc attention, ici on a un exemple caractéristique de chémosis, mais on va le voir juste après que parfois c'est bien plus subtil. Pourtant le tableau peut être bruyant pour le retentissement. Une exophtalmie pulsatile, une paralysie oculomotrice, une baisse d'acuité visuelle, une souffle-auscultation, tout ça doit faire rechercher une fistule carotido-caverneuse. Et donc dès qu'on fait le diagnostic ou qu'on le suspecte, eh bien, il faut faire passer les ophtalmologues pour avoir une évaluation des pressions oculaires, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour le degré d'urgence et aussi pour la conduite thérapeutique. Alors, la thérapeutique, si on a une évaluation des pressions intraoculaires supérieures à 15 mm de mercure, on va décider, enfin, on va très probablement décider de prendre en charge cette fistule. On va le prendre de manière urgente si on a une élévation supérieure à 30. Là, on a un risque de pronostic visuel et de perte d'œil à plus ou moins long terme, de fonction visuelle. Alors, comment on fait pour traiter donc fistule directe? Soit on remplit la poche anévrismale, donc on passe dans le trou et on remplit avec des coils, éventuellement aidé d'un ballon, éventuellement d'aider un stent si on veut, mais généralement c'est pas forcément indispensable. Ou alors, eh bien, on occlue l'artère carotide, qui reste un traitement aussi de référence. Dans ce cas-là, eh bien, on fait un test d'occlusion, on se met 2 points en dessous de la tension artérielle systolique habituelle du patient au minimum. Et soit on est sous anesthésie générale et on fait un test sur l'angiographie, on va le voir après, on recherche un retard au temps veineux inférieur à 3 secondes entre les deux hémisphères. Il a été publié que si on avait un retard inférieur sur le temps veineux, on pouvait occlure dans des conditions qui étaient considérées comme satisfaisantes. On peut aussi le faire sous anesthésie locale, mais dans ce cas-là, ça dure un petit peu plus longtemps, on rend hémiplégique le patient, enfin, c'est quand même un peu différent. On a plutôt tendance quand même à favoriser sous anesthésie générale maintenant qu'on a ces données-là qui nous permettent de se baser sur ces critères. Ici, donc, deux exemples. Un exemple ici un petit peu retardé, un traumatisme crânien, patient adepte de boxe thaï qui était allé faire un stage là-bas d'ailleurs, qui est revenu avec un chémosis, scanner, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, une dilatation de la veine ophtalmique supérieure, ici qui est très bien visible sur le scanner. Sur l'angioscanner, donc une artérialisation à la fois de cette veine ophtalmique qui est dilatée, complètement asymétrique, et ici un sinus caverneux qui est également rehaussé. Donc on fait l'IRM, on constate ici sur les coupes coronales en T1 Gado et en T2 cette veine ophtalmique qui est complètement asymétrique avec l'autre côté. La séquence 4D montre une artérialisation de la veine ophtalmique, ici en coupe axiale, ici en coupe sagittale. Et donc on va jusqu'à l'angiographie. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ici vous avez l'artère carotide interne qui se déverse complètement dans le sinus caverneux et on a un défaut complet de parenchymographie d'aval. Sur la profile, on voit donc ce sinus caverneux qui est ici, un reflux dans la circulation veineuse cérébrale. Donc on a quand même un risque hémorragique théorique, hein, à partir du moment où on a un reflux veineux de ce côté-là. Donc ça ne concerne pas uniquement la fonction visuelle. Tellement le reflux sanguin est important, ça dépasse la veine ophtalmique et le sinus caverneux, et cette veine ophtalmique est complètement dilatée. Donc on a embolisé ce patient, on a réussi à trouver le foramen et le trou, et on a rempli avec des coils, uniquement des coils, et le contrôle montre eh bien, une restitution d'intégrome de la paroi et une restauration du flux carotidien, et donc le patient est guéri. Un dernier exemple, ici donc une chirurgie maxillaire complexe et donc une fracture du sphénoïde et bien une lésion de l'artère carotide et une fistule carotido-caverneuse à minima. Donc patient jeune, pas de dilatation de la veine ophtalmique, mais si on fait l'angiographie, on a bien une fistule carotido-caverneuse avec en plus cette fracture du sphénoïde qui ne nous plaisait pas bien du tout. Et donc, dans ce cas-là, étant donné la fracture, eh bien, on a décidé d'aller jusqu'à l'embolisation. Donc là, on a occlu l'artère carotide
Et donc, on a fait notre test d'occlusion, une phase artérielle, phase parenchymateuse. Et vous voyez ici la phase tardive. Donc, il faut les regarder de manière dynamique, mais on n'avait pas de retard entre les deux à la phase veineuse. Donc, on a décidé d'occlure l'artère carotide. On a rempli avec des coils et le patient a très bien évolué. Voilà, donc pour terminer, donc en conclusion, la cicatrisation spontanée est possible. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner cette cicatrisation. Les diagnostics souvent sont difficiles et surtout, eh bien, basez-vous sur l'évolutivité à la fois pour vos diagnostics positifs et aussi pour manager vos stratégies thérapeutiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.